Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Lucie et le serveur Discord, épisode 1. Dans cet épisode, Lucie, qui a une vingtaine d'années, va nous raconter son parcours avec la drogue, qui a commencé au lycée et qui a été marqué par la fréquentation d'un serveur Discord dédié au sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Discord est une application qui permet de créer des serveurs de discussion sur des thématiques plus ou moins précises, avec des messages écrits ou par audio ou vidéo. C'est la version actuelle des salons de chat. Je dis ça pour ceux qui ont plus de 40 ans et qui ont utilisé MSN dans leur jeunesse. Les communautés virtuelles qui discutent en ligne au sujet de la drogue existent depuis même avant le World Wide Web, avant l'invention du lien hypertexte vers 1990. Puisqu'il existait dès les années 80 des forums de discussion Usenet sur lesquels des producteurs de cannabis s'échangeaient discrètement des informations. Depuis, c'est une évidence, Internet a décuplé les moyens individuels et collectifs de communication. Et cela a tout changé pour les consommateurs de drogue. C'est l'avènement d'Internet qui leur a permis de court-circuiter les médias traditionnels et de créer leur propre culture basée sur l'échange de pair à pair. Ça a notamment permis la diffusion des discours de réduction des risques qui sont apparus dans les années 90 pour lutter contre le sida, mais qui ont très vite pris leur envol et qui sont désormais appliqués bien au-delà de la seule consommation par injection. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter les épisodes de Substance avec la sociologue Anne Coppel qui revient en détail sur ce processus. Le témoignage de Lucie est donc très intéressant à mes yeux car il permet de comprendre comment les jeunes d'aujourd'hui se sont appropriés cette culture à leur manière, avec leurs outils. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'ai eu une enfance plutôt facile. J'étais bien entourée. On était 5 enfants dans ma famille et je suis l'avant-dernière. J'ai vécu avec mes 2 parents dans la maison familiale jusqu'à mes 10 ans à peu près. 10-11 ans, ça a été le moment où mes parents ont divorcé. Et ensuite, j'ai commencé à connaître un peu les difficultés de la vie, dans le sens les premières tristesses, les gens qui nous embêtent à l'école, etc. Mais dans l'ensemble, j'étais plutôt quelqu'un de timide très tôt à cause de ces choses-là, dès la sortie de l'école primaire. Mais je pense que j'ai eu une bonne enfance. J'ai grandi à la campagne et ensuite j'ai déménagé dans une petite ville. En fait, je pense que j'étais une enfant un peu tourmentée dans le sens où moi j'ai toujours énormément ruminé, j'ai toujours trop réfléchi à rien et j'ai jamais trop compris où était ma place et j'aurais beaucoup aimé avoir un petit guide de la vie pour qu'on m'apprenne à mieux gérer mes émotions et à savoir comment réagir aux premières grosses émotions qu'on a dans la vie, donc, comme le divorce des parents ou ce genre d'événements un peu pénibles. En fait, je pense qu'au début, je me suis pas posé la moindre question. Et je pense que j'avais la meilleure vie quand j'étais en primaire. Et un jour, je me suis dit, mais j'aimerais bien être heureuse. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est être heureuse ? Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, début collège, fin de primaire, début collège. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Au début, c'était pas très développé. C'était juste quelques questions à droite à gauche. Comment est-ce qu'il faut vivre pourquoi la Terre est ronde, machin. Et puis après, plus je grandissais, plus ça devenait des questions un peu plus compliquées. Je me faisais embêter à l'école, donc moi j'avais pas beaucoup de copains, donc je pouvais pas facilement en discuter. Et je me sentais pas proche de ma famille. J'estimais qu'on n'avait rien à voir, eux et moi, et j'ai toujours été un peu seule avec ma tête, avec mes pensées. Je me souviens qu'on se moquait de moi et que j'étais un peu négligée dans le sens où être une petite fille féminine et plaire aux autres, j'en avais rien à faire.
Moi, c'était la petite fille mal coiffée à l'école avec un style vestimentaire pas du tout réfléchi et qui voit pas le problème là-dedans. Et du coup, je me faisais un peu embêter. Et comme j'étais timide à cause de ça, je pense que je suis devenue timide à cause de ça. J'ai appris à me taire et du coup, je trouve que ça incite plus les enfants à se moquer des gens qui disent rien. Des enfants qui se laissent faire, en fait. Et donc du coup, ça m'a renfermée, en fait. Je me suis renfermée sur moi-même. Ça a duré à peu près tout le collège, ouais. Fin de collège, j'ai commencé à comprendre que c'était ma personnalité qui peut-être favorisait ce type de comportement envers moi. Mais ouais, ça a duré tout le collège et début lycée, c'est rentré dans l'ordre. J'ai complètement changé de ville, donc ça a tout changé. J'ai pris un nouveau départ dans un lycée de 100 personnes parce que du coup j'avais peur des gens. Donc moins il y avait de gens, mieux c'était pour moi. Et personne me connaissait, personne savait que je me faisais embêter à l'école. Donc forcément c'est plus pratique. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je sois beaucoup moins timide. Il faut que je parle avec les gens. Je dois parler à tout le monde avant la fin de la première journée. Donc j'ai parlé à tout le monde, j'ai peut-être raté 3 personnes. Je me suis lancé ce défi et puis du coup je me suis fait des copines, j'ai été à l'internat. Et ça a été un bon moyen de sociabiliser et de m'ouvrir plus aux autres. Je retiens de bons souvenirs du lycée, ouais, c'était une époque chouette. Ça a bien changé depuis, et mais ça m'a vraiment lancé sur, sur mon développement, sur mon épanouissement. Ça a été chouette, ouais. J'ai fait mes premières bêtises, donc... Eh ben, j'ai commencé par les joints au lycée. Je crois que c'était en seconde. Je fréquentais 2-3 copains qui en parlaient entre eux, mais moi, à la base, j'avais jamais vu de cannabis sous toutes leurs formes. Et puis, mon meilleur ami, il fumait des joints. Et du coup, un jour, par la force des choses, par les soirées qu'on passe ensemble, qui sont plus ou moins cadrées, donc quand les parents sont pas là, c'est plus facile, j'ai fini par côtoyer ce type de produit. Et c'est là que j'ai fumé mes premiers joints. Mon frère aussi, il m'a aidé. J'avais peur d'aller en chercher quand j'ai commencé à consommer, donc du coup, c'était lui qui allait me chercher mes grammes et puis il me les ramenait. Et après, je fumais à très basse fréquence. Au début, c'était que les week-ends, c'était que avec les copains en soirée. Et puis ensuite, ça a été plutôt le soir pour dormir, parce que c'est quand même vachement pratique d'être défoncé pour s'endormir. Moi, je pense que j'ai eu l'envie de tester parce que, en fait, je me suis dit, socialement, ça peut m'aider. Et aussi, psychologiquement, j'avais entendu parler des bienfaits que ça pouvait avoir sur l'esprit et sur la santé mentale. Et je me suis dit, moi, je vais pas bien. Et j'ai envie de savoir ce que ça fait d'essayer un médicament naturel, entre guillemets, sans compter sur le fait que ça abîme le corps. Mais je me suis dit, ça peut être une alternative. Parce que j'ai pas envie de parler, de voir un psychologue, de machin. Et surtout, j'ai confiance en personne. Donc, je pense que ma tristesse était suffisamment grande pour que je me dise, je m'en fiche, je vais le faire. Je vais tester et puis on verra bien. Et je l'ai fait aussi parce que j'étais entourée de gens en qui j'avais entièrement confiance. Des gens que je connaissais depuis des années et qui étaient les plus fiables pour moi. Mes premiers véritables copains. Je crois que c'était entre la première et la terminale, pendant les vacances d'été, que j'ai expérimenté quelque chose de plus concret, de plus dur. Et en fait, il faut savoir que je travaillais pas beaucoup à l'école et j'étais toujours pas très bien. Et en fait, je me suis... Pour la même raison qu'avec les joints, je me suis permis en me disant j'ai rien à regretter, ça va me faire une expérience et je m'en fiche de mon état de santé, en fait. Je me fiche un peu de ça.
Et j'ai essayé les TAS avec mon frère, du coup, pendant l'été. Je crois que ça a eu un effet super positif pour une première fois, parce que ça m'a remotivée, en fait. On dit c'est la drogue du bonheur, machin chose. Ça fabrique chimiquement du bonheur, mais c'est surtout que ça m'a tellement fait réfléchir sainement sur où est-ce que j'en étais dans ma vie. Ça m'a permis de faire un point sur ma vie. Et quand je suis retournée à l'école en terminale, 2 jours après ça, j'ai bûché comme jamais. J'ai super bien travaillé à l'école. J'étais motivée, j'ai dit c'est ma dernière année, il faut que j'ai mon bac, je vais tout donner. Et tout le monde était choqué. Les délégués sont venus me voir en me disant mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te mettes à travailler, quoi. Alors ouais, comme première prise de MDMA, c'était magique, quoi. Il y a ce côté tu découvres quelque chose et puis en fait t'en profites. Donc avec mon frère, il était là pour me tripciter, donc surveiller les personnes qui consomment autour de lui. Et on était 3 et c'était dans un cadre privé, on était en intérieur. On s'est dit on va démarrer tranquillement, on va voir ce que ça donne, et si pour ma première fois ça se passe bien, on va peut-être aller sortir dehors et prendre un peu l'air, et peut-être que ça peut donner quelque chose de cool. Donc on a tout testé, hein. On a testé la sensibilité au toucher, au regard, on a regardé des vidéos colorées, on s'est touché les cheveux les uns des autres, la peau, enfin tout était différent, tout était... C'était comme si on touchait des matières qu'on n'avait jamais touchées avant. Donc je suis contente d'avoir fait ça dans un cadre où j'étais bien surveillée, j'étais avec des gens de confiance, on avait prévu tout, éloigner les objets dangereux, être juste entre nous, dans un endroit calme, qui nous est familier, qu'on connaît déjà. Et ça s'appelle le set and setting. Pour moi, je sais que j'étais en déprime, j'étais en grosse déprime ces jours-ci à cause d'un garçon avec qui j'étais sortie, et ça s'était mal passé, ça s'était mal fini. Et je l'aimais toujours, j'y pensais énormément, et j'avais des pensées très, très noires et très sombres. Je pouvais pas vraiment en parler parce que je faisais confiance à personne. Pas grand monde en tout cas, et pas des gens qui pourraient me comprendre. C'était des jours très noirs, et prendre de la MDMA à ce moment-là, ça m'a redonné... ça m'a fabriqué chimiquement du coup du bonheur, de la sérotonine. Et mais ça m'a incité à me dire mais en fait tu n'as pas besoin de ce gars pour être bien dans ta vie. Et là du coup j'ai commencé à penser à tout mon entourage, à me dire mais quels effets ils ont sur moi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc du coup j'y ai réfléchi sans déprimer, pour une fois, sans déprimer. J'étais vraiment contente. J'ai même appelé certaines personnes pour leur dire à quel point je les aimais et je les trouvais gentils, mais bon on le fait souvent ça quand on prend de la MDMA, j'ai remarqué. Mais ouais, ça a eu des bons effets sur moi, et j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir et d'agir en conséquence après. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas disparu après les autres jours, les jours suivants, quoi. J'ai eu une espèce de motivation, et j'y repensais à chaque fois, et ça me redonnait un coup de fouet, et je me disais c'est bon, enfin maintenant tout va rentrer dans l'ordre. Donc je me suis remis de ce chagrin d'amour. Ça a bien duré toute la terminale. J'étais bien dans mes baskets jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc ça a duré longtemps, ouais, en vrai, ça va. Je trouve que c'est raisonnable 1 an pour une prise. Après la MDMA, ma prise suivante, je crois que ça a été vers la fin de la terminale. Je me suis mis à tester tout plein de trucs. En fait, ça a été plutôt facile. C'est fou de se dire à quel point c'est facile de trouver de la drogue alors qu'on est super jeune. On peut en trouver partout, quoi. Et en fait, on se rend pas compte comme ça, mais on fréquente presque tous quelqu'un qui fréquente justement des produits, des substances psychotropes ou comme ça, quoi. Et en fait, moi, mon meilleur ami, il avait un serveur. Aujourd'hui, je crois qu'il a
5-6 ans le serveur, un truc comme ça. Et en fait, je l'ai su super tard, alors que je le connaissais, on se connaît depuis qu'on a 7 ans, lui et moi. Et je l'ai su super tard, et en fait, il m'a dit, bah voilà, si tu veux, je t'invite sur mon serveur. Un serveur Discord, c'est une communauté sur l'application Discord, c'est son nom. Et en fait, on peut y trouver plusieurs communautés, plusieurs serveurs, donc il faut une invitation ou pas, toujours, pour y rentrer. Ça peut toucher n'importe quel sujet, c'est sur des thématiques, le Japon, l'aide aux devoirs. Ça a été pas mal utilisé pendant le confinement pour les visios en classe, pour les entreprises comme pour les écoles. En fait, il m'a fait entrer sur ce serveur qui parle de consommation. C'est un serveur de prévention sur la drogue, mais sur Internet, si vous voulez. Et il y avait 800 personnes, enfin quand j'y étais en tout cas. Et en fait, c'est dans un serveur, il peut y avoir plusieurs, ce qu'on appelle des channels. C'est des salons de discussion. Il y a des channels prévention, donc avec de la documentation, des médias, des liens. Il y avait aussi un channel de discussion sur l'urgence, qui s'appelle Urgence. Et en fait, c'était un moyen aux consommateurs, aux utilisateurs du serveur, de demander de l'aide sur Internet à des gens qui s'y connaissaient. Il y avait 800 personnes sur le serveur, donc il y avait des gens qui sont vus attribuer des rôles en fonction de, surtout de la confiance, parce qu'on connaît personne sur Internet, mais en fonction de ce qu'ils savaient faire. Donc il y avait ceux qui ont été renommés les dictionnaires. C'est les gens qui ont une connaissance plutôt accrue du monde de la drogue, qui connaissent les effets, et souvent c'est des gens qui ont déjà consommé, très souvent. Donc voilà, c'est une communauté pour que les utilisateurs se retrouvent pour en parler. Il y avait des channels aussi de sevrage pour aider les gens, s'encourager, se dire bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai passé ce stade-là, et puis c'est quand même vachement pédagogique. Après, je sais que ce serveur-là, il était aussi autorisé pour les mineurs. Généralement, les autres serveurs de drogue qu'on peut trouver, pour des raisons de sécurité et pour pas se faire embêter avec ça, ils interdisent aux mineurs. Bon, sur Internet, il y a toujours moyen de gruger, hein, mais c'était quand même bien de leur part. Et ça veut dire que d'un point de vue légal, ils sont pas en tort. Et le serveur où je suis, je sais que c'était autorisé aux mineurs parce que eux aussi, et surtout eux, ils ont besoin d'avoir accès à ces informations-là, de savoir comment on consomme un produit. Je pense pas que le problème, ce soit la consommation. Je pense que c'est la façon de consommer. C'est pas grave d'essayer quelque chose, d'essayer un produit, de prendre un produit, d'être consommateur. Ce qui est important, c'est de bien savoir le faire. Et tout le monde devrait avoir accès à ces informations-là. S'ils ne savent pas le faire, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ils peuvent le faire en sécurité. Alors, sur ce genre de forum, il y a ce qu'on appelle les gens actifs et les gens non actifs. Les gens actifs, c'est ceux qui sont régulièrement en ligne, qui se connectent régulièrement et qui sont plutôt connus par leur pseudo parce qu'ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps dans les salons de discussion et ils discutent avec d'autres gens, etc. Et puis il y en a qui sont non actifs, ceux qui viennent de temps en temps ou ceux qui parlent pas du tout et qu'on connaît pas, quoi. L'ambiance a été plutôt bien sur ce serveur, elle l'est toujours. On faisait des appels vidéo. Donc une réunion comme on peut faire sur Skype avec plusieurs personnes qui pouvaient rejoindre et avec soit on peut mettre la cam ou on peut l'enlever, on peut couper le micro, on peut l'enlever, on peut couper le son de l'appel donc plus rien entendre, on peut le remettre, etc. C'était modéré évidemment, la plupart du temps les gens dans ces appels-là, il y avait des modérateurs, il y avait le fondateur, les administrateurs du serveur, ceux qui gèrent ça. D'ailleurs, l'équipe de modération s'occupait de déconnecter les gens qui s'endormaient en appel, parce que ça arrivait. C'était interdit de consommer pendant un appel, donc si la caméra est active. Il y a des gens qui avaient plus peur que d'autres de mettre leur visage sur un serveur de 800 personnes, mais
Souvent, c'était les mêmes personnes qui revenaient, donc la confiance, elle s'installait un peu. Et donc, c'était interdit de consommer et visuellement, on n'avait pas le droit de montrer la consommation. Plus tard, il y a eu un channel pour un salon textuel, du coup, pour pouvoir envoyer des photos de substances où c'était autorisé dans le serveur. Parce qu'il y avait des questions logiques là-dedans. C'est pas juste pour montrer, pour frimer, c'était pour demander qu'est-ce que c'était, pourquoi est-ce que cette couleur, est-ce que c'est normal pour vous. Voilà, c'était vraiment pédagogue, quoi. Enfin, on était là pour s'entraider. Donc on a fini par mettre ça au point parce que ça pouvait être utile. Les réunions vidéo, c'était pour passer du temps, passer du temps avec les uns les autres, apprendre à connaître des gens, se créer une petite routine le soir, fumer son joint avec d'autres gens, discuter de sujets dont on peut pas parler avec tout le monde finalement, parce que on était tous là pour la même raison. On était tous là parce qu'on était intéressés par la drogue de près ou de loin. Et on voulait en parler avec des gens qui ne nous regarderaient pas de travers parce qu'on parle de drogue. Il y avait parfois 2 personnes dans un appel et parfois il y en a eu 30, quoi. Il y a eu vraiment énormément de gens. Donc après, les modérateurs sont obligés de modérer parce qu'on n'entend plus personne. On voit trop, il y a trop de gens à surveiller en fait, trop de bêtises parfois. Et donc voilà, c'est compliqué. Il y avait du monde qui pouvait rejoindre. Ouais. C'est donc dans ce cadre communautaire que Lucie décide d'essayer toutes sortes de drogues, avec toujours une approche prudente et un état d'esprit assez éloigné des tendances autodestructrices qui caractérisent certaines consommations. Avant de vous quitter, un petit rappel de l'existence d'une page Tipeee qui vous permet de soutenir le podcast financièrement si vous le souhaitez. Un grand merci à ceux qui le font et à ceux qui l'ont fait, c'est vraiment très précieux pour moi. Dans le prochain épisode, on entendra que les principes de réduction des risques ont leurs limites et que même les consommateurs ayant une approche raisonnable des drogues peuvent être parfois surpris par leur puissance. D'ici là, portez-vous bien.